enregistrer encore. J'enlève ça. Et donc aujourd'hui on va commencer le dernier chapitre, donc déjà du premier semestre, sur les réseaux de neurones. Oups, ça arrive, ouais. Et donc là on va commencer par une introduction, après je vais expliquer comment ils fonctionnent les réseaux de neurones, et après on va, à la fin on va regarder comment se passe l'apprentissage dans le cadre des réseaux de neurones. Et donc pour commencer, oui, on a déjà vu un algorithme de classification qui était la régression logistique, mais cet algorithme n'est pas suffisant si le problème de classification est assez compliqué. Par exemple, oui, pour les chiffres manuscrits, on peut avoir un certain succès, mais pour une application industrielle, c'est peut-être pas assez performant. Et donc là, pour trouver de l'inspiration, on peut se poser la question qu'est-ce que nous voyons et qu'est-ce que l'ordinateur voit. Donc nous, on voit un 3 ici, par exemple. Nous, on n'a pas besoin vraiment de réfléchir pour reconnaître un 3. On n'a pas besoin d'appliquer un algorithme ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est appris, c'est naturel, alors que l'ordinateur il voit juste, il voit entre guillemets un tas de nombres, donc en gros c'est les intensités des pixels, donc ça fait un tas de nombres, et pour l'ordinateur c'est pas du tout évident, et c'est pas non plus, c'est pas évident du tout d'expliquer à l'ordinateur de comment trouver à partir de ce tas de nombres que ce tas de nombres représente un 3. Donc qui est plus performant à la base, c'est nous, c'est l'humain. Et après, l'idée, ça serait d'imiter, entre guillemets, le fonctionnement d'un cerveau humain. Donc ça c'est pour l'inspiration. Après on va pas non plus essayer à modéliser exactement le fonctionnement du cerveau humain, mais on va s'en inspirer. C'est un peu comme pour les avions, pour voler, peut-être les premiers essais pour voler, c'était vraiment de se mettre des ailes au bras et de battre des ailes, et ça n'a jamais marché. Mais après on a compris qu'on pouvait planer, et à l'aide d'un moteur et des ailes spécifiques, on peut aussi on a fini par voler. Donc avec les réseaux de neurones, c'est un peu dans le même style. Et donc dans un premier temps, on peut se poser la question pourquoi la reconnaissance de chiffres, par exemple, est compliquée en régression logistique. C'est parce que les caractéristiques qu'on donne à l'algorithme, donc les intensités des pixels, sont des caractéristiques de très bas niveau. Au niveau, ça s'appelle le niveau sémantique. Donc on veut donner à l'ordinateur un tas de nombres, un tableau ou un vecteur de taille 784 pour une image de 28 x 28 pixels, et on veut
obtenir un résultat donc relativement abstrait, donc la représentation on veut savoir ce que représente l'image, donc ça c'est une catégorie déjà assez abstrait. Est-ce que c'est un 1, est-ce que c'est un 7? Et donc ça c'est difficile, et donc les pixels sont les caractéristiques brutes entre guillemets, et à partir des caractéristiques brutes, souvent ce qu'on essaie de faire c'est d'en extraire d'autres caractéristiques qui sont données par les différents phi k appliqués au vecteur xi. Et avec les phi k, la frontière de décision est définie par θ transposé phi égale à 0, où θ est le vecteur des paramètres et phi est le vecteur de phi k. Donc pour modéliser la bonne frontière de décision, le choix de ces phi est extrêmement important, mais aussi extrêmement difficile. Par exemple, comment on pourrait choisir des phi pour, par exemple, distinguer un 1 et un 7, ou un léopard et un guépard? Donc à la base, c'est pas très clair. Et donc l'idée serait d'apprendre les phi en quelque sorte en s'inspirant du cerveau. Et donc là on va regarder vite fait comment ça se présente, un neurone biologique. Donc un neurone biologique, une cellule nerveuse, est une cellule excitable dans un sens, il peut y avoir une excitation électrique. Le neurone, il reçoit des signaux électriques d'autres neurones via ces dendrites. Donc les dendrites ici, c'est les sortes de branches. Et ces signaux électriques sont ensuite intégrés, en quelque sorte sommés. Et si un seuil est dépassé, le neurone produit un potentiel d'action qui va se propager le long de l'axone. Donc l'axone, c'est la sorte de queue là à l'autre bout. Et ce potentiel d'action, il peut être transmis à un autre neurone, à d'autres neurones, par un relais qui s'appelle la synapse. Donc là, le bout de l'axone à la synapse va toucher le dendrite d'un autre neurone, et là il peut y avoir une transmission de signal électrique. Et donc ça c'est grosso modo la biologie du neurone. Et donc pour traduire ça en un algorithme mathématique, donc on va faire beaucoup d'abstraction. Et donc un neurone artificiel, donc une abstraction, va recevoir un certain nombre de valeurs xi, par exemple ici, et il va
calculer un niveau d'activité A à partir de CXI. Et comment il va faire ça? Donc il va recevoir des entrées XI et il va calculer d'abord une somme pondérée 7 qui est égale à la somme sur I de WI fois XI, où les WI sont des poids, plus un B. Ensuite, l'activité du neurone va être un nombre G de 7 où G est une fonction d'activation. Là, historiquement, on a beaucoup utilisé la fonction sigmoïde, par exemple. Et donc là, dans ce modèle, l'importance de l'entrée XI est réglée par le poids WI. Donc le poids WI va jouer un peu un rôle de synapse. Et ensuite, ces neurones, on peut les organiser en réseaux. Et donc là, on arrive à ces fameux réseaux de neurones. Donc là, par exemple, on a un réseau avec une couche d'entrée avec 3 unités. Donc là, en entrée, on a 3 valeurs, x1, x2, x3. Cette couche d'entrée, elle est connectée à une couche cachée. Donc ça, c'est parce que en général, ce qu'on observe, ce qu'on connaît, bien sûr, c'est les entrées, ce qu'on met dans le réseau, et on observe aussi ce qui en sort. Donc ça, c'est la couche de sortie. Et les unités entre la couche d'entrée et la couche de sortie appartiennent à des couches cachées. Donc, ici, il y en a une, mais il peut y en avoir plusieurs. Et donc là, chaque neurone de la couche cachée, ou chaque unité de la couche cachée, reçoit les 3 valeurs d'entrée et va calculer une somme pondérée et une activité. Et pareil pour la couche de sortie, donc chaque unité de la couche de sortie va calculer une somme pondérée des activités de la couche cachée, et avec une fonction d'activation, elle va sortir une activité. Chaque neurone va sortir une activité. Bon, ça c'est le schéma d'un réseau de neurones avec une couche cachée ici. Et comme je dis, il peut y en avoir plusieurs. Et donc ici, on a la même chose, un peu plus systématique. Donc là, dans le cours, on va supposer qu'on a une couche d'entrée avec n, donc qui prend en entrée un vecteur avec n caractéristiques, donc comme on a toujours eu. Ensuite, on a une première couche cachée avec N1 neurones qui vont produire des activités A1 jusqu'à AN1. Et le neurone I de la couche cachée est relié à la composante XJ de la couche cachée, de la couche d'entrée, par un poids, un coefficient W1 IJ. Et avec ces poids, on peut calculer les activités
dans la couche cachée. Donc d'abord, pour chaque neurone I de la couche cachée, on va déterminer une somme pondérée. Donc cette I qui va être égale à BI plus la somme sur J de WIJ fois XJ. Et l'activité du neurone I de la couche cachée est égale donc à une fonction d'activation de G1 ici de cette I. Ensuite, on va avoir la couche de sortie et le neurone I de la couche de sortie est relié au neurone J de la couche cachée par un coefficient W2IJ. Et après les sorties, donc les activités de la couche de sortie sont calculées de la même manière. Donc on calcule d'abord une somme pondérée, cette 2i cette fois, qui est égale à B2i plus la somme sur J de W2IJ fois A1J, et la sortie YI chapeau du neurone I de la couche de sortie est une fonction G2 de cette 2i. Après, bien sûr, on peut, comme j'ai déjà dit, il peut y avoir plusieurs couches cachées. Ça pose aucun problème, ça. Après, il y a juste plus d'indices. Bon, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Attendez, je vous ai pas entendu. Je vais monter un peu mon son. Pardon, vous pouvez répéter? Non, moi j'ai pas de questions. Pas de questions? Bon, tant mieux si tout est clair. Mais n'hésitez pas, si on fait l'effort de proposer des sortes de TT en direct, c'est pour que vous puissiez poser des questions. Sinon, je pourrais m'enregistrer en vidéo et mettre la vidéo à disposition. Et donc ça, c'est à peu près le fonctionnement d'un réseau de neurones. Et en fait, il s'agit d'un réseau de neurones particulier. C'est un réseau de neurones à propagation avant. Après, il y a d'autres types de réseaux de neurones qui sont un peu différents. Donc là, quand on a un réseau de neurones à propagation avant, c'est que l'information se propage de couche en couche. Donc d'une couche d'entrée à une couche cachée, peut-être plusieurs couches cachées, jusqu'à une couche de sortie qu'on pourra observer. Et donc l'information est propagée toujours dans un sens précis, ici donc de gauche à droite. Et donc là, on va faire un exercice sur un modèle qui ressemble au réseau de neurones que je viens d'introduire, mais qui est
qui est un peu simplifié encore, c'est un modèle historique et ça s'appelle le perceptron. Et donc là, dans le perceptron le plus simple, on a deux entrées, x1 et x2, et on calcule une sortie y chapeau comme chez de b plus w1 x1 plus w2 x2, où b, w1 et w2 sont des paramètres qu'on peut manipuler, qu'on peut après optimiser, et la fonction g c'est juste un échelon unité, une sorte d'échelon unité. Donc cette fonction g, elle est égale à 1 si g de 7 est égal à 1 si 7 est strictement positif, et g de 7 est égal à 0 sinon. Et donc là l'exercice c'est de montrer qu'on peut implémenter les fonctions logiques AND et OR, donc en et en OU, avec ce type de réseau. Et on va aussi montrer qu'il est impossible d'implémenter un XOR, donc un OU exclusif. Là. Je vais aller sur la feuille. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est positif ou strictement positif? C'est strictement positif. Donc là, on va essayer de trouver un modèle perceptron pour le AND. Pour le AND, les valeurs attendues sont x1, x2 égale à 0, y égale à 0, x1 égale 1, x2 égale à 0, toujours 0, 0, 1, toujours 0, et pour 1, 1, on peut avoir 1. Et donc là, si on veut avoir
Si on trace les exemples positifs et négatifs, on va dire. Oups, non. Donc dans un graphique en 0, 0, oh non. Pourquoi il ne met pas ça? Donc pour 0, 0, on est en négatif. Pour 1, 0, je suis négatif. Pour 0, 1, je suis négatif. Et pour 1, 1, je suis positif. Et donc là, il faut donc trouver grosso modo une droite qui sépare les deux groupes de points, donc les points négatifs et les points positifs. Ça pose aucun problème. Donc visuellement, au moins, ça pose pas de problème. On peut prendre n'importe quelle droite qui passerait, par exemple, comme ça. Donc le 0, 0, je veux que ça soit classé négatif. Donc W1 fois 0 plus W2 fois 0 plus P doit être négatif. Et donc le P déjà doit être négatif. Ensuite, le deuxième exemple, ça me dit que W1 plus P doit également être négatif. Et donc ça me dit que le W1 doit être inférieur à moins B. Pour le troisième exemple, je vais trouver, pour que ce soit classé négatif, il faut que W2 plus P soit négatif. Et donc W2 également inférieur ou égal à moins B. Donc là, il existe plusieurs solutions, bien sûr. On peut prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre P égale à moins 2 par exemple. Ensuite, là j'ai bien P négatif. Ensuite, il faut prendre W1 inférieur ou égal à 2. Donc là, pareil pour W2. Et là, on peut prendre par exemple W1 égale à W2 égale à 1.
Je vais appeler ça 7. C'est la somme pondérée. Et ensuite l'estimation ou la classification donnée par ce petit réseau. Pour 0, 0, la somme pondérée W1 X1 plus W2 X2 plus P, on me donner donc juste P, donc moins 2, et comme le set est négatif, c'est classé 0. En 0, ça va me faire un W1, ça fait 1, plus 0, plus P, donc ça fait 1, moins 2, ça fait moins 1, c'est toujours négatif, donc classé 0. Pour le 0, 1, là c'est toujours pareil, ça va faire 1, moins 2, donc moins 1, c'est classé 0, là je crois que je vais avoir un problème, parce que pour le 1, 1, j'ai 1 plus 1 moins 2, ça fait 0, et donc comme c'est pas strictement positif, c'est aussi classé 0, donc là faut que je modifie un peu les paramètres. Qu'est-ce que je vais modifier? Est-ce que je vais modifier le W? Je peux prendre un W un peu plus petit, ou les... Non, je peux prendre un P un peu plus grand et le W un peu différent. Je vais prendre un W de 1,5, donc ça me change. Là ça reste moins 2, par exemple ici, ça va. Par contre ici ça devient 1,5 moins 2, ça fait moins 0,5. Pareil pour l'autre. Moins 0,5. Toujours classé négatif. Et mon dernier maintenant, dernier ma somme pondérée, ça va faire 1,5 plus 1,5, ça fait 3, moins 2, ça fait plus 1, donc là on est bien strictement positif, et donc l'exemple sera classé 1, comme il faut. Bon voilà, ça c'était le AND, donc le et. Ensuite on va regarder OR.
Donc x1 ou x2 pour 0, 0, ça fait 0. Pour 1, 0, ça fait 1. Pour 0, 1, ça fait 1. Et pour 1, 1, ça fait aussi 1 quand c'est pas exclusif. Donc là, le seul exemple négatif, c'est 0, 0. Et là, on va avoir trois exemples positifs. Le 1, 0, le 0, 1 et le 1, 1. Là, pareil, pour bien classifier les exemples, il faut trouver une droite qui passe quelque part par là. Donc là, le premier exemple, ça donne toujours B négatif. Le deuxième exemple, donc W1 fois 1 plus 0 plus B. Donc W1 plus B. Je veux que ça soit classé 1, donc ça doit être strictement positif. Et là, le troisième exemple, ça fait la même chose avec W2. Et le dernier exemple, ça donne W1 plus W2 plus B, qui doit être strictement positif. Donc ça me donne W1 strictement supérieur au moins B. Ça me donne W2 aussi strictement supérieur au moins B. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose là? C'est strictement supérieur au moins B. Là, je pense qu'on peut trouver une solution. Si je prends B égale à moins 1, par exemple, je peux prendre W1 strictement supérieur à 1. Je vais essayer W1 égale à W2 égale à 2. Donc là, on va calculer les sorties du modèle avec ces paramètres. Donc pour 0, 0, j'ai un somme pondérée égale à la P, donc moins 1. Donc ça nous fait une sortie de 0 comme il faut. Pour 1, 0, je vais avoir 2 fois 1, ça fait 2, plus 0, plus moins 1,
ça fait 1. Donc une sortie de 1, ça c'est correct. Pour 0, 1, on va avoir la même chose. Et pour 1, 1, on va avoir une somme pondérée de 2. Plus 2, ça fait 4, moins 1, ça fait 3. Donc on va bien strictement positif. Et donc aussi 1, 1. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc ces paramètres marchent. Pour modéliser un OR. Après, est-ce qu'on peut avoir un OU exclusif? Donc, je crois que c'est même précisé qu'il faut montrer que ce n'est pas possible pour un OU exclusif. Et donc, les propriétés attendues donc pour un OU exclusif, donc c'est pour 0, 0. Ça c'est, ça fait 0, pour 1, 0, et ça fait 1, pour 0, 1, ça fait 1, par contre pour 1, 1, quand c'est exclusif, ça doit faire 0. Donc ici, les exemples négatifs sont donc 0, 0. Oups, j'ai encore. 0, 0 et 1, 1. Et les exemples positifs sont 1, 0 et 0, 1. Donc on voit graphiquement, déjà on voit qu'ici on peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à séparer les exemples positifs et les exemples négatifs par une droite. Après, mathématiquement, qu'est-ce qu'on devrait avoir pour retrouver ce comportement? Donc, comme avec les paramètres, on devrait avoir pour x1, x2, 0, 0, la somme pondérée, ça fait b, donc ça doit être négatif. Donc W1 plus b, pour le deuxième exemple, ça va être strictement positif. Donc b, non, c'est W1. W1 strictement supérieur à moins b. Pareil pour le W2. Et par contre la somme W1 plus W2 plus B doit être négatif. Là on voit avec les deux, là si je fais la somme des deux, j'ai W1 plus W2
strictement supérieur en moins 2b. Et donc ça me fait W1 sur 2 plus W2 sur 2 strictement supérieur à moins B. Et d'autre part, je dois avoir W1 plus W2 inférieur ou égal à moins B. Donc là, ici, c'est impossible à vérifier. Ou c'est peut-être plus clair si on l'écrit. Si on l'écrit un peu différemment. Donc ça fait 2 fois moins B. B est négatif. Déjà, donc moins B est positif. Donc là, d'une part, la somme W1 plus W2 doit être strictement supérieure à 2 fois quelque chose de positif et en même temps inférieur à quelque chose de positif. Donc ça, c'est carrément impossible à vérifier. Et donc ça c'était historiquement ça a provoqué une perte de confiance dans ce type de modèle. Parce qu'il y a un circuit logique relativement simple qu'on ne peut pas implémenter avec un tel modèle. Et donc ça ralentit pas mal le développement de ce type de modèle, donc de réseau de neurones. Bon, ensuite maintenant on va modifier un peu ce modèle. On va introduire une couche cachée. Et donc là, dans cet exemple, on a en quelque sorte, on a tout l'essentiel des réseaux de neurones. Donc à quoi ça peut servir une couche cachée? Et donc là on va pas
connecter la couche d'entrée X1 X2 directement avec la sortie Y chapeau, qui sera toujours calculée de la même manière, mais à partir d'une couche cachée. Donc là, dans un premier temps, les valeurs X1 X2 sont passées dans deux neurones, et ces deux neurones vont calculer des activités A1 et A2. Et les activités de la couche cachée donc sont calculées avec à partir d'une somme de sommes pondérées qu'on peut exprimer comme ça, comme B1 plus W1 fois X, où P1 est un vecteur donc taille 2, W1 est une matrice de 2. Donc ça nous fait deux sommes pondérées. Et l'activité de la couche cachée est une fonction d'activation appliquée à ces sommes pondérées. Et après, la sortie Y chapeau se calcule toujours plus ou moins pareil, sauf que là, on va dire que les poids sont dans un vecteur W2 et le paramètre B prend aussi un indice 2. Donc le Y chapeau est calculé comme B2 plus W21 fois A1 plus W2 2 fois A2. Pardon. Et donc là, l'exercice sera de vérifier que le modèle avec donc un P1 comme ça égale à 0 moins 1, un W1 égale à une matrice de 2 avec des 1 dedans, avec P2 égale à 0 et des poids W2 égale à 1 moins 2, que ça donne une solution de XOR si on prend la fonction d'activation qu'on appelle ReLU comme Rectified Linear Unit, si je ne me trompe pas, qui est défini comme en fait comme un signal ramp. C'est le max G de 7 égale à max de 7 et 0, donc pour 7 positif c'est égal à 7 et pour 7 négatif c'est égal à 0. Là, on va essayer de vérifier si ça fonctionne. Donc ça c'est le réseau et
Donc pour calculer les activités, donc on calcule la somme pondérée et on la passe par une fonction d'activation. Fonction d'activation réglue et ensuite pour l'activité à la sortie, on calcule encore, on calcule juste cette somme pondérée. Donc là, il faut que je note les données. Donc P1, c'est 0 moins 1, on a dit. W1 c'est 1, 1. P2 est égal à 0. Et le W2 est égal à 1 moins 2. Et donc là, on va, pour vérifier donc que ça fonctionne, on va faire une liste avec les entrées, avec la somme pondérée pour la première, pour la couche cachée, avec l'activité de la première couche cachée. Avec la somme pondérée pour le neurone sorti. Et enfin, pour les valeurs à la sortie. Besoin d'un peu plus de place. Et donc là, si je prends le premier exemple, donc un 0, 0, la somme pondérée, donc en P1 plus W1 fois X, W1 fois X, ça fait déjà 0, donc il me reste en P1. Donc ça va me faire une somme pondérée de 0 moins 1. Ensuite, il faut passer ça dans la fonction réglue qui prend le max
entre la valeur et 0 pour chaque composante. Donc ça va me faire 0. Ça va encore me faire 0, 0. Et donc, si je fais la deuxième somme pondérée pour le neurone sorti, ça va me faire un 0. Cette fois parce que le P2 est égal à 0. Donc ça me fait une sortie de 0. Donc, si je prends le vecteur en entrée 1, 0, W1 fois X, ça me fait un vecteur 1, 1. La première ligne fois le vecteur, ça fait 1. La deuxième ligne fois le vecteur, ça fait 1. Plus le B, donc ça fait 1, 1. Plus 0 moins 1, donc ça fait 1, 0. Donc en activité, quand je prends le max, entre les composantes et 0, ça fait toujours un 0. Ça va me faire une somme pondérée pour le neurone sorti de 1 fois 1 plus moins 2 fois 0. Donc ça fait 1. Et la sortie est bien 1. Ensuite pour 0,1, ça va être pareil. Donc 1 fois 0,1, ça fait 1. 1 fois 0,1, ça fait 1. Donc je vais avoir 1, 1 plus 0 moins 1, ça fait 1, 0. En activité, ça reste 1, 0. Et la somme, deuxième somme pondérée, ça fait 1. Ça fait une sortie de 1. Ensuite, il faut vérifier le dernier, donc le 1, 1. 1, 1, donc le W1 fois X, W1 fois 1, 1, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 2 chaque fois, donc ça va me faire 1 plus 0 moins 1, ça va me faire un 2, 1. En activité, ça reste 2, 1. Et ça me fait un 7, 2 de 2 moins 2, ça fait 0. Et donc comme c'est pas strictement positif, ça fait bien 0. Bon voilà. Avec une couche cachée, on peut avoir un XOR avec un perceptron un peu modifié. Donc. Et quel est l'effet de la couche cachée ici? Donc là, on peut regarder donc dans les données d'origine, on a les deux exemples négatifs ici. Les deux exemples positifs ici.
et donc impossible à séparer par une frontière de décision qui est une droite. Ensuite, si on regarde les activités, l'activité pour l'exemple négatif 0, 0 reste en 0, 0 en fait. Et pour l'exemple négatif 1, 1, l'activité est transformée en 2, 1. Quelque chose comme ça. Et pour les deux exemples positifs, à chaque fois, l'activité qui ressort, c'est 1, 0. Donc on a quelque chose comme ça. Et dans cette nouvelle représentation, on peut voir, on peut séparer donc les exemples positifs et les exemples négatifs. Et c'est là toute l'importance donc des couches cachées, d'avoir des couches cachées, donc des réseaux de neurones profonds pour tout ce qui est classification. Donc ces couches cachées permettent en quelque sorte de séparer les données. Donc dans l'espace de départ, on va plonger les données dans un espace différent avec une transformation non linéaire, et dans cet espace les données sont séparables par une droite, par une classification qu'on peut facilement apprendre. Bon, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple là que j'ai piqué dans un livre Deep Learning de Bengio et d'autres auteurs. Parce que là, cet exemple, ça illustre vraiment bien l'essentiel de ces méthodes. Attendez, il faut que je vois. Ouais, on va peut-être parler encore 5 minutes. Donc là, encore un résumé, donc un peu en vectoriel, ce qu'on a. Donc un réseau à propagation avant, on a un vecteur disons de taille n en entrée. Après ce vecteur d'entrée, il va être connecté à une couche cachée par une matrice de poids W1 et un vecteur B1 qu'on appelle aussi le vecteur des biais.
parce que historiquement c'était le seuil à partir duquel le neurone s'active. En fait, ouais, pour le perceptron par exemple. Et donc l'activité de la couche cachée est déterminée par une somme pondérée Z1 qu'on calcule comme W1x plus B1 et la fonction d'activation, donc qui va être une fonction chez 1 appliquée à cette somme pondérée Z1. Après on fait la même chose pour la connexion entre la couche cachée et la couche de sortie. Donc là la matrice des poids s'appelle W2, le vecteur des billets s'appelle B2, et sinon c'est encore le même principe. Donc on calcule une somme pondérée Z2 qui est le produit matrice vecteur W2 fois A1, quand A1 est le vecteur des activités de la couche cachée, plus les billets B2, et la sortie du modèle, donc Y chapeau, qui est une fonction donc des entrées X et des paramètres W et B est une fonction d'activation chez 2 qui peut être différente de chez 1 ou non, appliquée à cette 2. Donc là la génération à plusieurs couches est assez évidente, c'est juste qu'il faut... Oui, on n'a pas 1 et 2, on va avoir un indice L par exemple pour numéroter les couches, mais sinon ça pose aucun problème. Et donc ensuite, pour terminer cette partie, on peut se demander quel pouvoir d'expression on peut atteindre avec ce type de réseau. Et pour les réseaux de neurones, il y a des théorèmes de ce qu'on appelle théorème d'approximation universelle, qui ont été étudiés par plusieurs personnes. Et ces théorèmes, ils disent grosso modo que pour une fonction raisonnable f, il existe un réseau à propagation avant avec une couche cachée. Donc une couche cachée en principe suffit, et une fonction d'activation, par exemple sigmoïde, tel que donc les sorties données par le modèle réseau de neurones approchent bien la fonction f. Donc là, je ne sais pas préciser le sens d'approximation. Ah si, c'est à préciser pour tout x. Donc, pour tout x, la prévision h de x est environ égale à f de x. Donc, comment on pourrait imaginer une preuve? Donc là, j'ai une petite preuve graphique. Donc là, en rouge, dans les pointillés rouges, ça c'est une fonction sigmoïde, un peu contractée, c'est-à-dire à la place de sigmoïde de 7, on prend par exemple sigmoïde de 17 ou de 107 pour avoir une pente plus forte en 0. Donc ça fait que cette fonction devient presque comme un échelon unité. Ensuite là en bleu on a la même fonction mais translatée
Et en vert, on a la différence entre les deux. Donc là, on voit que le vert, ça fait presque comme un créneau. Donc avec une combinaison linéaire de fonctions logistiques, je peux fabriquer un créneau. Et avec des combinaisons linéaires de créneaux, je peux approcher n'importe quelle fonction continue, par exemple, comme ici sur la droite. Et le réseau de neurones, avec une couche cachée, il fait rien d'autre que de faire des combinaisons linéaires de fonctions logistiques pour les paramètres donnés. Si on prend la fonction logistique comme fonction d'activation. Après, avec d'autres fonctions d'activation, les graphiques seront un peu différents, mais l'idée reste la même. Donc là, peut-être on peut terminer sur cette image là. Et donc là, pour vous dire au moins qu'il n'y a pas que des réseaux comme ce qu'on vient de regarder. Donc les réseaux qu'on vient de regarder sont des réseaux qu'on appelle aussi réseaux complètement connectés. Mais ces réseaux sont en fait pas vraiment utilisés dans les applications industrielles, parce que dans les réseaux complètement connectés, on a tout simplement trop de paramètres. Par exemple, pour connecter une couche avec 100 neurones à une autre couche de 100 neurones, je vais avoir 100 fois 100 paramètres. Et après, si on veut empiler plusieurs couches, très rapidement le nombre de paramètres explose. Et on ne peut pas vraiment travailler avec. Donc c'est pour ça, par exemple, pour le traitement d'images, on a inventé ce qu'on appelle les réseaux convolutifs, qui ont beaucoup moins de paramètres. Donc ici on a un exemple de réseau convolutif où, oui, c'est pour les traitements d'images. Donc en entrée on a quasiment toujours une image. Donc ici en 2 sur une image de 28 x 28. Et le réseau convolutif, il va sur cette image, il va faire une sorte d'opération de convolution, c'est-à-dire il va passer des filtres de taille 5 x 5, c'est ce qu'ils ont appelé kernel ici. Donc il va passer des filtres de taille 5 x 5 sur cette image de taille 28 x 28 et calculer des sortes de produits scalaires. Donc on multiplie les valeurs dans le filtre 5 x 5 avec les valeurs de l'image dans une petite fenêtre de taille 5 x 5 et on fait la somme. Et on fait glisser le filtre sur l'image. Ça nous donne donc en sortie les résultats des filtres sont donc
les résultats des filtres, on peut les arranger en images de taille 24 x 24 et dans les réseaux convolutifs on applique donc un certain nombre de filtres, ce qui va donner en sortie donc un certain nombre d'images en taille réduite de 24 x 24. Ensuite, dans ces images de taille 24 x 24, on va prendre sur une fenêtre, petite fenêtre de 2 x 2, seulement la valeur maximale. Ça s'appelle un pooling. Un max pooling, et donc ça va nous donner un certain nombre d'images de taille 12 x 12. Et à ces images, on va encore appliquer une opération de convolution et ensuite une deuxième opération de pooling, de max pooling, et le résultat de tout ça va être injecté dans une partie de réseau complètement connecté pour produire à la fin des prévisions, donc ici pour les chiffres manuscrits. Donc là on a 10 classes pour les chiffres de 0 à 9. Donc l'idée en faisant ça, c'est de construire de plus en plus d'abstraction, parce que la première couche là de filtre par exemple, on va apprendre ce qu'on apprend dans ces réseaux, c'est les paramètres des filtres. Faut le dire, et dans la première couche donc de convolution, on va apprendre à reconnaître des traits, par exemple là un trait diagonal, un trait horizontal, un coin, donc des choses assez simples. Et dans les couches postérieures, on va combiner ces filtres donc, et les neurones des couches postérieures pourront s'activer par exemple à la présence d'un œil, d'un museau ou d'une oreille. Et la dernière couche, il pourra donc à la fin répondre à la question: est-ce qu'il y a un chat sur cette image? Donc c'est un peu comme ça qu'on imagine le fonctionnement. Bon, je pense pour aujourd'hui, on peut s'arrêter ici. La prochaine fois, il faudra parler encore un peu plus des algorithmes d'apprentissage, donc comment ça fonctionne concrètement. Donc là, ce qu'on veut optimiser encore, ce sont les paramètres du réseau, donc ici les W et les B. Donc pour ça, il va falloir encore définir une fonction de coût et regarder comment on peut calculer le gradient de la fonction de coût par rapport aux paramètres. Bon, je pense là on va faire ça la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, donc bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et au revoir.